Pendant une heure et à chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés, des artistes, des musiciens, des associations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la toute première graffeuse de la Réunion. Je suis en compagnie de Audrey, alias Day. Bonjour. Bonjour France. Bienvenue dans les studios de Néo FM. Merci. Alors, tu as commencé le graphe il y a plus de 20 ans. Tu es une artiste engagée qui aime transmettre, soutenir, accompagner. Au cours de l'émission, on verra que tu fais partie du collectif MKO, Meufs qui osent. Tu milites pour valoriser la femme dans l'espace public et dans les cultures urbaines. Tu es également présidente d'un centre socio-culturel à Saint-Denis. On va pouvoir décortiquer tout ça pendant l'heure qui arrive. On va s'intéresser en premier à ton parcours, comment t'en es arrivée là. On verra que le fait d'être une femme, ça t'a rajouté du challenge, surtout à cette époque, surtout il y a 20 ans. Mais avant tout ça, ton blaze, ton pseudo Day, D-E-Y, ça veut dire quoi ? Alors, à la base, c'est tout simple. Quand j'ai commencé le graffiti, j'ai rencontré un graffeur avec qui je suis sortie. Et c'était un peu le diminutif d'Audrey. Donc, il m'appelait D. Et après, j'ai fait des recherches parce que est-ce que c'était D-A-Y, D-E-Y, parce que j'aimais bien les lettres, donc j'ai dit je vais en faire mon blaze. Et D-E-Y, il s'avère que ça fait référence à des combattants d'Afrique du Nord. Voilà, qui vivent dans le désert et qui combattent dans les armées arabes à l'ancienne. En fait, on parle de quand même l'époque du Moyen-Âge. Donc du coup, voilà, je me suis dit Day en mode féminin, pour moi, ça fera référence à une guerrière du désert d'Afrique du Nord. Voilà, ça avait une résonance en fait. Donc j'ai gardé ce blaze-là, D-E-Y. Trop bien, Day, la guerrière. Voilà. Alors, ton parcours, tu commences à peindre à l'âge de 17 ans à l'occasion d'un concours de dessin lancé par ton lycée, tout simplement. Voilà, au départ, c'était un genre de concours, sélection. En fait, le lycée Georges Brassens au Mouffia avait organisé une série d'ateliers pour réhabiliter un peu les murs du lycée qui étaient vandalisés, etc., avec la LS Crew. Qu'on connaît bien, qui a fait un groupe qui s'appelle Future Crew. Et donc, pour pouvoir avoir les élèves les plus motivés, les plus dynamiques et qui avaient quand même un petit coup de crayon, donc ils ont lancé un petit concours et j'étais la seule fille qui avait été sélectionnée parmi plusieurs garçons du lycée. Et j'ai pu participer à cet atelier et c'est là que j'ai eu le coup de foudre pour la bombe. Je connaissais pas du tout cet outil-là. J'étais très étonnée d'arriver et de rentrer dans cet univers, surtout avec Konix, Decapigi, qui avait aussi cette vibe hip-hop. Parce que pour moi, c'est les premiers à avoir lancé le rap réunionnais au niveau de Saint-Denis, puis voire même de la Réunion. Donc du coup, c'était pas que la bombe, c'était l'univers du hip-hop que j'ai côtoyé à 17 ans, du coup. Et finalement, tu pars ensuite faire tes études à Paris. Oui, voilà. Donc après, j'ai mon bac. Je fais une année à La Réunion, au lycée Lecomte de Lille, à Saint-Denis toujours. Donc j'ai fait Hippocagne. Et du coup, après, je me suis dit, j'ai envie de voir du pays et surtout d'avoir une ouverture sur la culture. Hippocagne, c'est pas une petite école, ça, non ? Non, c'est On le relève ou pas ? Ouais, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Faut savoir que j'avais, même si j'étais très, on va dire, pas borderline, mais voilà, j'étais très garçon manqué. J'aimais beaucoup être dans la rue, être dans les quartiers. Mais j'avais ce truc, j'aimais lire. J'aimais étudier, en fait. J'aimais apprendre. Donc, c'est vrai que ça m'a amenée vers des grandes écoles, des hautes études. Et puis après, j'ai eu un mixte entre la rue, le ghetto, et le côté un peu plus sérieux des études. Ça a toujours été ma double personnalité, en fait, ce côté-là. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cet esprit en constellation. Et que j'étais hyper active.
Voilà, c'est un diagnostic. Hein. À l'époque, on n'était pas dans tout ça. Les HPI, les hyperactifs et tout ça. Je suis pas HPI, hein. Mais et l'intelligence émotionnelle. Mais c'est au fur et à mesure, grâce à mon art d'ailleurs, que j'ai découvert que j'avais cet esprit-là de créativité, hyper créativité, et qu'il fallait surtout pas le réfréner, qu'il fallait le laisser s'exprimer et pas avoir honte. Pas avoir honte d'être autant dans la rue que à la Sorbonne et qu'il fallait développer tous ses compétences et ses potentiels et qu'il fallait arrêter d'être dans des cases tout simplement, quoi. C'est génial ça, de ne pas avoir voulu aller soit d'un côté soit de l'autre, d'avoir exploité les deux. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile parce qu'au niveau de ma famille, c'était carrément, de toute façon, dans une seule voie. C'est-à-dire les grandes écoles, les études, et puis après, un seul métier. C'était notre génération. Moi, je suis de 84, donc les années 80, 90, voire même 2000, toutes ces générations-là, le discours, c'était « travaille bien à l'école et tu auras un bon métier ». Et aujourd'hui, on le voit bien que c'est pas du tout ça, en fait, la vie. La vie, c'est justement, développe de multiples compétences, sois débrouillard, ne reste surtout pas que dans une voie scolaire, théorique, institutionnelle. Développe pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Donc moi, depuis mes 19 ans, je travaille. J'ai fait beaucoup de parcours dans le milieu associatif et dans le milieu de la culture, ce qui fait que je suis pas devenue prof alors que je devais être prof. J'ai cru que tu l'as été, voilà, que tu avais été prof d'espagnol. J'étais prof d'espagnol pendant 5 ans. Voilà, quand même. Et bien heureusement que j'avais développé d'autres compétences, qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais été en dépression. Oui, finalement, l'éducation nationale, ça t'a pas correspondu ? Du tout. C'est un super métier, hein, prof. Moi, je salue et je respecte tous les professeurs de l'univers pour le travail que vous faites, parce que c'est un travail très difficile, mais moi, ça ne me correspondait pas. Du tout. Déjà, j'avais pas d'autorité. Voilà. Quand tu grandis dans la rue, que tu es dans les quartiers, que ta passion, c'est le graffiti, être enfermé dans une salle avec 30 élèves et devoir leur apprendre les choses, mais avec autorité, et surtout en les mettant dans des cases. C'est ça, il y a des niveaux à atteindre, il y a des objectifs à atteindre. Et moi, c'était pas ma manière, c'est pas la manière dont je voyais l'enseignement et la transmission. On peut transmettre, mais pas de. Enfin, pour moi, c'était pas par rapport à ce canal-là, en fait. Et donc, alors finalement, après, tu fais une reconversion, Master Pro, ingénierie touristique et médiation culturelle, mais finalement, au bout d'un moment, tout ça, t'en as marre et tu décides de te consacrer totalement au graphe. Voilà. Après, on va se rendre compte qu'il y a quand même... parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que ça arrive à beaucoup de monde voilà. de se poser ces questions. Voilà. Et c'était difficile, parce que j'étais à Paris, donc dans une grande ville. Tu as beaucoup d'infos, en fait. Ça cartonnait au niveau artistique. Et en même temps, j'étais toujours dans mon parcours universitaire. Donc, je suis sortie de la voie. À l'époque, c'était les masters de recherche. Donc moi, j'étais sur un master de recherche en langue hispanophone. Donc au bout de 5 ans, ça me gonflait. Donc je dis, je vais faire un master pro pour aller plus vite dans un milieu professionnel. Et comme je faisais beaucoup de projets de développement dans les quartiers au sein des associations pour lesquelles j'étais bénévole, je me suis dit, un master pro en ingénierie des territoires, plus largement, c'était ça. C'est-à-dire mettre des projets en place en fonction des problématiques d'un territoire. Et plus particulièrement pour développer des projets touristiques. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et finalement, ça reste quand même très théorique. C'est pas évident de développer des débouchés. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, parce que dans le milieu associatif, tu as une ingénierie, tu as des choses que tu peux développer, le développement social local. Mais moi, à l'époque, ce n'était pas des filières qui étaient affirmées, les filières de l'animation, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une pénurie, une carence dans ce milieu-là. Et là, je me suis dit, on arrête tout, on fait une pause. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans les études, entre le lycée et les études supérieures. Il y a quelque chose qui m'anime et qui est en train de reprendre.
bien comme il faut, c'est le métier en tant qu'artiste, en tant que graffeuse. Et c'était en train d'émerger aussi à Paris. Il n'y avait pas autant de graffeuses que ça. Et je commençais à fréquenter des super artistes comme Cashing, Quim, TWE, Choupa, qui, elles, en faisaient leur activité principale. Et je me suis dit, pourquoi pas, créons notre micro-entreprise et lançons-nous pendant quelques années là-dedans, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Donc c'est ça, à la base, t'es partie en freelance et tu t'es dit, allez, j'essaye de voir. Et t'as intégré le collectif Haut en Couleur. Ça, oui. Ça a dû t'aider à développer ton réseau par là-bas, à te faire des contacts. Oui, de toute façon, c'était le premier collectif que j'ai intégré en arrivant à Paris. Et par la même occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sortie avec l'un des membres. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu connaître le crew et revenir au graffiti, parce que entre le bac, l'Hippocagne et partir à Paris, à La Réunion, on n'avait pas 10 000 bombes, 10 000 matos. 10 000 artistes, pas comme aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait eu une coupure. Donc quand je suis arrivée en métropole, j'ai fait connaissance avec Raphaël, Raph HEC, et il m'a présenté le collectif et j'ai fait waouh. Et du coup, ils m'ont très gentiment accueilli dans le collectif. J'ai découvert un petit peu comment on réalise une fresque collective, les médias autour du street art, du graffiti de l'époque, les artistes, le milieu artistique. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait peu de femmes et que finalement, on n'était pas tellement valorisé dans cet espace culturel-là, quoi. Ok. Et donc, en tout cas, dans ce collectif, tu as fait pas mal de choses, hein, donc évidemment graffeuse, mais conceptrice, rédactrice et chef de projet. C'était quoi toutes ces activités ? Vous aviez organisé un festival, tout ça ? Vous avez fait pas mal de choses ? Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le collectif, c'était juste un crew de graffeurs. Il y avait beaucoup de crews à Paris, les TWE, les UVTPK, les ODV, il y avait les HVA, il y avait vraiment beaucoup de crews. Donc, à la base, c'était juste des collectifs d'artistes. Certains avaient des résidences, des friches où ils pouvaient développer leur art, qui devaient tabasser des murs sur Paris. C'était juste ça, où on faisait des grandes fresques pour pouvoir marquer son territoire. Mais il n'y avait pas d'ingénierie et de professionnalisation. Donc moi, quand je suis arrivée avec mon esprit en constellation dans ce collectif, j'ai fait, mais attendez, il y a plein d'appels à projets, il y a plein de projets qu'on peut porter. Il faut qu'on crée une association, parce qu'on n'était pas une association. Les mecs, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Je fais, les gars, il y a un moulin à se faire, il faut se dire les choses, qu'on n'en vivait pas. Parfois, on avait des petits plans à droite, à gauche, mais c'était pas affirmé et professionnel. Donc moi, je leur ai dit, vas-y, allons faire un truc, déjà monter une assoce, et après peut-être qu'on peut faire des demandes de subventions, on peut répondre à des appels à projets, des appels d'offres même. Et donc c'est comme ça que j'ai été un peu administratrice du collectif. Donc, il n'y avait pas que moi, hein. On a créé un bureau, il y avait Esper HEC et d'autres membres. Il y avait même un informaticien. Chacun avait ses compétences. Et on s'est dit, chacun, on va mettre nos petites mains, nos petites compétences. Il y avait Alain qui, lui, maîtrisait tous les médias. Et il nous avait créé des adresses mail haut en couleur. Et on s'est rendu compte que oui, si chacun mettait son petit grain de sel, ça nous permettait d'être sérieux déjà, d'être pris au sérieux et de pouvoir faire évoluer la culture du graffiti et du street art. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, je reviens là-dessus, hein, on est quand même encore dans les années 2000. Donc ça m'a permis d'avoir la casquette de graffeuse et au final de médiatrice, chef de projet. On peut trouver plein de mots à ça, mais en tout cas voilà, de structurer un petit peu le mouvement qu'on portait nous en tant que graffeurs. Trop bien. Et encore un petit peu après, tu décides de créer l'association Meufs qui osent, MKO. Le collectif. Est-ce que donc tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste, mais rapidement, et on développera ce collectif-là un peu plus après. On finit d'abord avec ton parcours. D'accord. Les Meufs qui osent, alors c'est quoi ? Et après on développe. Alors les Meufs qui osent, c'est un collectif d'artistes féminines, mais qui agissent dans
toutes les formes d'art urbain. C'est pas que le graffiti. Tu as le graffiti, la musique, le beatboxing, la danse qui est très présente dans ce collectif-là. Et l'idée, c'est de pouvoir faire converger ces différentes formes artistiques au féminin. Voilà, c'est de valoriser, comme tu l'as dit tout à l'heure, la place de la femme dans l'espace public de par la culture urbaine. Voilà. Ok. Eh ben, on développera ça un petit peu plus tard. Parce que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire et que je veux que tu nous racontes. Et pour finir du coup avec ton parcours, donc voilà, juste avant il y avait le collectif HEC Haut en couleur, donc après Meuf qui ose, et puis après tu proposes des programmes un peu éducatifs, on te propose d'intégrer le dispositif Mixart en lien avec les écoles. Oui, voilà. Bon, quand j'ai créé ma micro-entreprise, auto-entrepreneur, c'est les mêmes types de force, c'est-à-dire qu'on a un numéro de SIRET qui nous permet de faire des contrats de prestation et de se vendre en fait. Donc c'était vraiment une démarche individuelle. Donc moi j'ai travaillé pour plein d'associations, mais pour aussi des entreprises également, pour Roland Garros, etc. Et je faisais beaucoup de commandes. Et c'est vrai que les commandes c'est bien, mais c'est très, faut avoir de la rigueur au niveau du développement de la créativité. C'est pas top non plus. Parce qu'il faut répondre aux exigences du commanditaire. Donc moi je me suis orientée davantage vers des projets socio-éducatifs. Je me suis dit, j'ai quand même l'âme d'un prof, de transmettre. Et du coup, je me suis présentée à la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris avait lancé un appel à projet aux artistes parisiens pour intégrer un programme qui était porté par l'association Mixart, qui est une super assoce qui existe encore aujourd'hui, et qui développe des projets de création par rapport aux arts urbains dans les écoles et du secondaire et du primaire. Et c'est dans toutes les régions de France, mais également dans les dom-toms, sauf à La Réunion malheureusement. C'est pas encore développé, mais en Martinique, en Guadeloupe, ils ont déjà développé des projets là-bas. Il faut que ce soit toi qui développe ça ici alors. C'était l'idée à la base, ça fait longtemps, c'était l'idée. Moi j'avais apporté tous les supports pour présenter aux institutions ici à La Réunion, mais j'ai pris un autre virage du coup. Puis bon, la distance... On peut pas être partout non plus. Après, la distance, c'était compliqué puisque le siège de Mixart, c'est en région parisienne et c'est une grosse organisation, quoi. Donc, du coup, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, avec Mixart, pendant 1 an, j'ai travaillé avec Caching beaucoup sur des interventions croisées en milieu scolaire. Et là, c'était la révélation. C'était génial parce que par rapport au graffiti, ce qui est un super support de médiation, on peut faire passer des messages aux marmailles des quartiers, même des beaux quartiers, puisque ça se passait en banlieue, mais aussi à Paris intramuros. C'était pas cloisonné ou que dans les quartiers prioritaires. Ce qui était le côté génial de ce projet, c'est que ça pouvait créer de la mixité grâce à l'art. Donc du coup, c'est grâce à ce projet-là que je me suis dit waouh, l'art est une arme de guerre ultra puissante. Et elle permet vraiment d'éduquer. Voilà, c'est pas l'éducation nationale, mais c'est l'éducation populaire. Et c'est là que j'ai trouvé un fil rouge entre ce que j'étais en tant que première de la classe, entre guillemets, et ce que je suis aujourd'hui à part entière. Une artiste, mais qui agit pour transmettre toujours plus des valeurs et une fierté de son identité, ici à La Réunion. Ok, trop bien, c'est beau. Et du coup, après tout ça, tu reviens à La Réunion. Voilà, bon, ça a été... Combien de temps tu auras passé à Paris, du coup ? J'ai fait 11 ans, dont 1 année en Espagne. Voilà, qui était l'une des meilleures années de ma vie d'ailleurs. L'Espagne, c'est la Réunion en fait pour moi, enfin le sud de l'Espagne. J'étais pas dans le nord. Culture latine. Les cultures latines ressemblent beaucoup à la culture réunionnaise. Il y a beaucoup de mixité, beaucoup de danse, beaucoup de musique, beaucoup de créativité. Donc j'ai adoré ce pays que j'ai gravé sur mon corps. J'ai un petit tatouage dédicace de cette époque-là. Et donc, oui, c'est vrai que au bout d'une dizaine d'années, nous, on avait été invités avec MKO pour un festival qui s'appelle le Big Up 974.
Et en revenant à La Réunion, je me suis dit, mais il y a un boulevard ici, il y a une autoroute en termes de projets artistiques. Et il n'y avait rien qui se faisait réellement. Et pas encore d'organisation, pas de festival vraiment marqué graffiti. Le festival Big Up 974, c'est l'un des premiers qui mettait en lumière les arts urbains, mais pas spécifiquement le graffiti. Donc, et au féminin encore moins. Et donc, là, c'est ton retour, ce festival-là, c'était en 2012. C'était en 2010. 2010. Moi, je suis revenue en 2012. Ok. Et quand je suis venue pour le Big Up, je me suis dit, ouais, j'ai envie de revenir à La Réunion, j'ai envie de développer des projets. Donc, le temps de m'organiser, de finaliser un petit peu ce que j'avais là-bas, parce que c'était plus de 10 ans de vie. Puis j'étais avec mon concubin, donc c'était une grosse décision à prendre. Lui, il était parisien, donc ramène un Parisien à La Réunion, bonne chance. Ça peut. Hein. Oui, mais celui-là était vraiment très ancré, ce qui est bien. Hein, et puis en plus, il faisait aussi partie d'un collectif très connu. La commune était artiste, photographe et graffeur, donc il avait sa vie. Donc du coup, bon, c'était compliqué de tout de suite prendre une décision. Et puis au fil de l'eau, la vie a fait que moi, j'ai pris ma décision pour moi et pour mon avenir. Et je me suis dit, je rentre à La Réunion. J'avais envie de retrouver mes racines. Et en plus, je faisais tellement de projets à Paris. Je me suis dit, mais là, je suis en train de faire des projets, mais qui portent pas ma nation. Mon nation, c'est ici, c'est La Réunion. J'étais très interpellée par tout ce qui se passe à La Réunion, les grossesses précoces, les violences intrafamiliales. Et cette femme réunionnaise qui est tellement timide, qui est tellement reléguée au second plan, alors que c'est elle la force. On est dans une société matriarcale à La Réunion. C'est la femme qui porte l'identité réunionnaise. C'est mon point de vue. Moi, je le vois dans les familles, même dans ma famille, ce sont les femmes, des générations de femmes qui ont éduqué, qui ont porté, qui ont fait des enfants, qui travaillaient pas, mais qui éduquaient les hommes avec un grand H de La Réunion. Donc pour moi, c'était pourquoi je crée un collectif féminin qui est en train de prendre de la force à Paris. Il y a tout là-bas. Et pourquoi La Réunion? Je suis réunionnaise et martiniquaise, je suis les deux, mais bon, bref, c'était La Réunion. Et pourquoi on part, nous, avec notre force. Il y a beaucoup de Réunionnais qui partent et on revient pas. Donc l'idée, c'était de revenir et de ramener tout ça. Et puis bon, ma vie personnelle fait que les astres étaient alignés pour revenir en 2012. Ok, je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Espace Néo sur Néo FM 104.1. Une émission qui met en avant des artistes, associations passionnées. Et depuis 23 minutes exactement, je suis en compagnie de la graffeuse Day. Et après avoir parlé de son parcours, justement, depuis tout à l'heure, on fait du teasing, on parle des femmes, tu viens d'en parler. Venons-en, ton engagement, notamment féministe. Je pense que c'est important de reparler de tes débuts pour aussi comprendre cet engagement. Ça n'a pas été une mince affaire. Dans une interview, tu racontes que on t'a déjà dit, quand tu peindras comme un homme, c'est là que tu seras considéré. Oui, alors là, ça a été la phrase la plus marquante Mais quelle horreur mon parcours en tant qu'artiste graffeuse. Il faut savoir que quand j'ai commencé, moi, j'avais du mal à dire que je suis une artiste. Déjà, à la base. Et encore moins une graffeuse. C'est-à-dire que j'étais plus une suiveuse, j'observais, je me sentais vraiment pas légitime. Et c'est vrai que dans ce collectif Haut en couleur, il y avait beaucoup d'hommes et certains étaient très réfractaires au fait que je fasse partie du collectif. Ils étaient très contents que je structure le mouvement, que je ramène des plans. Mais par contre, ça leur plaisait pas plus que ça. Puis malheureusement, surtout si tu avais une relation avec l'un des gars, c'était ça. Voilà, donc tu étais la meuf de... Voilà, malheureusement, ça a empiré. ouais. Même si après j'ai pu être la meuf d'eux et parce que notre histoire s'est terminée, mais mon aventure a continué avec le collectif. On est restés amis. Du coup, c'est vrai que je savais plus si j'étais la secrétaire du collectif ou une artiste membre à part entière. On me coupait au montage. Enfin, ça devenait insupportable. Non. Et jusqu'au jour où j'étais en train de graffer, oui, c'était les années 2000, c'était ça. On n'avait pas le mouvement MeToo, où les mecs, ils se disent non mais je peux pas me permettre de dire ça. Ils pouvaient se permettre de dire tout ce qu'ils veulent en fait.
Et nous, on était là-dedans, nous les femmes, dans cette génération où c'était pas le mouvement des 68 arts, etc. On a toujours été en entre-deux. Et au niveau du machisme dans le milieu artistique, c'était assez fort. Et j'en parle même pas dans le milieu du graffiti. Et un jour, on était sur une fresque monumentale en plus qu'on devait réaliser pour faire des visuels pour un magazine. Et je galérais à faire un graphe, en fait. On m'avait imposé de faire une table de mixage. Il faut savoir que quand on fait une fresque collective, on prépare nos plans avant et après on distribue. Toi, tu fais le perso, toi, tu fais le graphe. Et moi, je fais... Ah, ça marche comme ça. Vous faites... c'est très organisé. Vous imaginez la fresque de manière collective et après, vous répartissez les parties. Les espaces, c'est ça. Et moi, en fait, c'était le lettrage. Je reconnais que j'avais pas encore l'expérience du lettrage, c'est le plus compliqué en graffiti. Donc on m'a dit, toi tu fais la table de mixage. Parce que toi à la base, t'es plus lettrage justement. Voilà, c'est ça. Et du coup on m'a imposé ce visuel-là, j'étais pas super à l'aise. Et du coup, je galérais. Et à un moment donné, le mec, il est arrivé sur moi, un des membres du collectif, et il me dit non, mais franchement, c'est pas possible. De toute façon, si tu n'y arrives pas, on va te couper en montage. Il me foutait la pression. Donc j'ai commencé à lui dire ouais, mais bon, bref, à débattre et à dire ouais, c'est pas normal que je sois traitée comme ça. Il me dit quand tu te grafferas comme un mec, on va te considérer. Et là, c'était la fin pour moi. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était terminé. J'ai dit, je ne peux pas continuer à donner de l'énergie à une intelligence soi-disant collective et ne pas être considérée. Je suis une femme. Dans ma culotte, c'est pas une tub que j'ai. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si j'ai envie de faire un graphe tout en rondeur avec du rose ou avec des fleurs ou je ne sais quoi, c'est ma personnalité. Si j'ai envie de faire cette table de mixage avec de la peinture qui coule, c'est mon style, c'est ma personnalité. Je ne vais pas commencer à me mettre dans un moule. J'ai quitté l'éducation nationale et j'ai décidé d'être en rupture avec un parcours conventionnel qui m'a valu d'avoir pendant des mois le frigo vide, de vivre comme une galérienne à Paris. J'ai assumé tout ça toute seule. Donc, ce n'est pas des mecs qui vont venir me dire on va te considérer quand tu peindras comme un mec. Ça n'arrivera jamais. Et là, la petite flamme MKO a commencé à jaillir. Tu m'étonnes. Oui, parce que aussi, tu racontes que tu as été insultée et bousculée. Alors, tu disais que tu connaissais pas encore les codes du graphe, tu as peint là où il fallait pas peindre. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as taillé, comme on dit dans le jargon ? Ça veut dire que tu as recouvert un graphe ? Oui, ah ouais oui. Alors, d'un cahier. Je connaissais les codes du graffiti. Sauf que là, c'était particulier. En fait, c'était à rue des Pyrénées. C'était là où on peignait le plus souvent. Et quand tu peignais là-bas, c'était particulier parce que c'était des énormes pièces. Donc la règle, c'est si tu repasses quelqu'un, il faut vraiment repasser soit toute la fresque, si c'est une fresque collective, soit le graphe de la personne en entier et fait à mieux. Et c'est vrai que quand nous, on arrivait sur mur, j'étais pas toute seule, il y avait d'autres graffeurs avec moi, on n'a pas capté qu'il y avait une fresque. C'était taillé de partout. Et il s'avère que c'était la fresque des UV-TPK, qui est l'un des crews les plus violents, qui était l'un des crews les plus violents de Paris. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu le mouvement punk, mais en version graffiti, qui fait des fresques, mais qui tabasse aussi sur son passage, qui agresse les gens. Ouais, lourdingue. Et donc, du coup, malheureusement, je les ai repassés. C'est pas trop l'esprit hip-hop, ça. Pas du tout, même. Et c'est pour ça que ça m'a un peu dégoûté aussi à un moment donné, le graffiti, et que j'ai une grosse déception à partir de ce moment-là. Parce que c'est ma personne, mon intégrité qui a été touchée. Donc, du coup, je commence à repeindre en blanc le mur. Et bim, il y a un mec en moto qui débarque, et puis un autre, et puis un autre. Et bien sûr, ils s'en prennent pas aux autres graffeurs qui sont sur le mur, c'est trop facile. Ils vont voir la meuf, donc ils vont voir et ils commencent à m'agresser. Et ils ont voulu me piquer mes bombes et moi, je leur ai dit non, c'est hors de question. Et en fait, moi, je passe pour une Marocaine en métropole. Donc c'est ça un peu qui m'a sauvée. C'est qu'à un moment donné, quand ils m'ont bousculé, moi j'ai gagné des coups des pots de peinture dans le visage et tout, et parce que je ne voulais pas lâcher mes bombes. À un moment donné, c'est vas-y, envoie-moi à l'hôpital, mais non,
j'avais pas les moyens, donc et puis même je trouvais ça injuste et intolérable qu'ils ne me laissent même pas m'exprimer pour expliquer que j'avais pas compris et que pourquoi moi. Mais c'est ça, c'est que moi quand j'ai lu l'article, pour moi t'étais toute seule et les gars ils débarquent et voilà, et c'est ça qui me semble tellement dingue. Alors je vais te dire une chose, hein. Oui, tu as lu l'article, j'étais toute seule. Pourquoi ? Parce que quand ils ont commencé à voir débarquer les mecs, tout le monde s'est cassé et m'a laissée toute seule. Mais non. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai résisté. Et puis le mec, à un moment donné, je sais pas, j'ai vu. Pourtant, il est arrivé comme un fou. Hein. Le mec, il m'a regardé. Il a eu une étincelle de lucidité. Je l'ai vu dans ses yeux. Et il m'a dit, vas-y. Sista, je te laisse. Et il m'a balancé mes bombes et il est parti. Il a dit Sista. Ouais, donc je crois qu'il a cru, par mon entêtement et mon attitude, que j'étais comme lui. Enfin, comme lui, c'était un gars de la communauté. Il s'est dit, c'est une Sista, elle est marocaine ou je vais pas la toucher, c'est une sœur en fait. Donc après, il a lâché l'affaire, il est parti. Putain, c'est fou. Parce que j'avais une attitude comme une meuf des cités, quoi, en fait. C'était toi ou moi, tu m'envoies à l'hôpital, je m'en fous, mais c'est mort. Je ne lâche pas mon sac de bombes. J'ai fait une erreur, en plus, je dis, je m'excuse, j'ai fait une erreur. Vas-y, on finit le mur ensemble si tu veux. Donc, à force de discutailler, de faire passer des messages, le mec, à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit, vas-y, on se casse, on la laisse, parce que. Voilà. Voilà, donc ça a été un peu choquant. Putain, c'est fou. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était pas ça. À la limite, il aurait que les autres se cassent. Ouais, puis à la limite, il aurait pu foutre son poing dans ma figure. Ça m'aurait pas fait autant mal que le manque de solidarité de mes collègues et aussi de mon collectif. Et je le dis maintenant, je l'assume. Enfin, c'est 15 ans maintenant, c'est de pas avoir eu de soutien et qu'on me dise c'est de ta faute. T'avais pas à être là. Pourquoi t'es allée graffer sans nous en plus ? Pourquoi tu graffes toute seule ? Parce que j'étais pas allée graffer avec des membres de mon collectif, mais avec d'autres poteaux du milieu, etc. Donc on m'a fait culpabiliser comme quoi je maîtrise pas les codes, j'ai pas à être toute seule, pauvre petite femme. Et j'ai dit non mais ça vous choque pas en fait qui m'agresse moi, la seule femme, et qui soit pas allée voir les autres mecs, parce que j'étais pas toute seule, on était une dizaine en fait sur le mur. Et personne, ça n'a choqué personne. C'est fou. Et c'était moi qui avais tort. Et à aucun moment on m'a demandé comment j'allais. Est-ce que j'avais été blessée ? C'est de ta faute et tu l'as mérité. Donc là, c'était encore une couche supplémentaire pour me dire, il y a un problème. Parce qu'on n'en était pas conscientes, nous les femmes de cette époque. Il y avait tout le gros hip-hop ricain, vas-y, bouge ton boule, monte ton string dans les boîtes et tout ça. Mais à aucun moment, on avait conscience de l'immense machisme et sexisme dont on était victime au quotidien. Et moi, je le vivais là, dans mon art, dans ma créativité, dans le développement de ma personnalité en tant qu'artiste. Donc, je me suis dit, stop, il faut faire quelque chose, en fait. Voilà un petit peu. C'est fou. Franchement, j'en ai eu des anecdotes, mais alors celle-là, quand même, c'est du gros niveau. Et tu racontais aussi qu'il y a toujours cette impression qu'il faut faire toujours plus en tant que femme. Ça, c'est dans tous les milieux. Et encore aujourd'hui, Simone Veil l'a dit, plusieurs femmes dans le milieu, que ce soit le milieu politique, artistique ou professionnel, à chaque fois qu'il faut briser le plafond de verre, il faut faire plus et mieux que les hommes. C'est non. Déjà, franchement, on enfante. Tu peux rappeler ce que c'est le plafond de verre ? Le plafond de verre, c'est pouvoir occuper des postes à haute responsabilité, à être à un haut niveau, que ce soit dans une société, même dans des milieux professionnels plus modestes, même dans des milieux associatifs. Je l'ai déjà vu. C'est toujours, la femme, c'est le secrétariat, c'est l'administratif. Elle n'arrive pas à accéder à un certain niveau hiérarchique. C'est ça. Alors que moi, j'estime qu'à partir du moment déjà où tu enfantes, d'accord, t'es déjà à un niveau bien plus élevé que la plupart des êtres humains sur cette terre, quoi. Donc moi, je pars pas du principe qu'il faut faire plus que l'homme. C'est juste, on a des personnalités, chacun on a des compétences. Il faut être complémentaire et se respecter en tant que tel. Donc du coup, voilà un petit peu comment moi je suis arrivée dans une logique où je me suis dit, il faut créer un mouvement qui soit un petit peu aussi un mouvement qui choque aussi, parce que meuf qui ose, ce blaze-là, à l'époque, je peux t'assurer que ça a
tellement dérangé. Ah ça ouais? m'a valu une exclusion immédiate et sans retour du collectif HEC et puis Mais plein non. d'autres mouvements. Oui, quand j'en reparle aujourd'hui, je me dis mais waouh, en faisant un petit peu le parcours avec toi, je me suis dit ouais, effectivement, j'ai pris cher, mais c'est vrai que je me rendais pas compte en fait. Moi, Ce j'étais qui est dans génial, l'action. c'est que tu es toujours là, et ça, c'est beau. C'est pour ça que c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission, c'est hyper important d'entendre tous ces bâtons qu'on a pu te mettre dans les roues, parce que c'est ce qui fait ton parcours, c'est ce qui fait aussi qu'au bout d'un moment, les mentalités, elles peuvent évoluer, et c'est important de rappeler comment c'était avant, etc. Et c'est beau de voir que t'as rien lâché, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que c'était dur, parce que moi, j'avais pas de famille, moi, en métropole. Quand il y avait les vacances d'hiver, les vacances de Noël et tout ça, le week-end, j'allais pas voir ma maman pour me faire consoler, ou j'avais pas mes frères et sœurs, j'avais mes sœurs de cœur qui font partie aujourd'hui encore du collectif MKO. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé aussi ce mouvement. Mais j'étais toute seule, en fait. Donc, à un moment donné, c'était soit je touche le fond, et pauvre petite fille échaudée que je suis, je quitte le mouvement, je fais autre chose. J'ai un cerveau, donc je reviens au professorat, je trouve un métier et je ferme ma bouche. Soit, à un moment donné, je vais dans l'action et je revendique. Et je ne disparais pas. Et je me rends compte aujourd'hui de tout ce chemin parcouru. C'est magnifique de voir aujourd'hui que on apporte notre pierre à l'édifice et qu'on devient des grandes sœurs pour pouvoir leur dire c'est possible, il faut oser. Si tu as un rêve dans n'importe quel milieu que ce soit, que tu viens d'un milieu social défavorisé ou qu'on t'ait cassé à un moment donné dans ton parcours, que tu aies eu des échecs, il faut grandir et avancer. Il ne faut pas rester là-dessus et pleurer, quoi. Avec les larmes et les pleurs, on n'arrive à rien. Et c'est bien de poser le genou à terre. On reçoit un coup, on pose le genou à terre, on pousse une grande respiration et après on repart, quoi. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que sinon, on n'en serait pas à ces mouvements MeToo, à tous ces collectifs féministes qui apportent énormément à la société. Moi, je me suis dit, mais waouh, si j'avais eu tout ça, si on avait tout ça à notre génération, mais mon Dieu, on aurait pu faire péter encore plus, quoi. Voilà. Mais en tout cas, à la base, dans le graphe, il y avait le côté vandale, mais aujourd'hui, le street art, il est de partout, dans des galeries d'art. Il y a même des visites guidées organisées par des villes pour admirer les street œuvres, pour montrer à quel point c'est devenu... tout le monde suit le street art aujourd'hui, ça parle à tout le monde, mais ça reste quand même un domaine où il y a quand même plus d'hommes, à ton avis. Alors pourquoi il y a moins de femmes, même encore aujourd'hui ? Je dirais pour deux choses. Bon, déjà, oui, on est dans un espace plutôt masculin, donc c'est pas forcément ouvert aux femmes. On voit souvent que des mecs sur les murs, donc les femmes, j'imagine, tu te dis, c'est pas évident d'arriver sur un mur, il y a que des hommes, t'es pas à l'aise, c'est très... voilà, quoi, testostérone et tout ça. Donc déjà, c'est pas un milieu qui est attractif. Et de deux, ça demande physiquement une bonne disposition. Parce que aller graffer sur un mur, c'est pas avoir 2 bombes dans son sac et bim, je fais une œuvre. C'est des kilos de peinture, c'est une organisation, c'est de l'investissement de sa personne. C'est un investissement qui est financier. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, cet art-là. Une bombe à La Réunion, c'est entre 4,50 si on trouve un bon fournisseur et 6-7 euros. Des Posca, ça coûte hyper cher. Les Posca, c'est des marqueurs, un petit peu la marque de marqueurs privilégiée des graffeurs, parce que tu peux faire plein de choses avec. Donc, ça coûte cher, en fait, cet art-là. Donc, c'est pas forcément accessible. Et encore moins pour les femmes. En tout cas, ce qui est important pour toi, donc, comme on le disait, c'est de ramener la femme au centre, lui donner la parole, la rendre visible. Et c'est ce que tu as aussi cherché à faire avec une fresque dans le quartier des Camélias à Saint-Denis. C'était principalement des artistes féminines, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était dans le cadre du festival Réunion Graffiti. Et ce qui était super cool, c'est que cette année-là, c'était valoriser la femme.
dans le graffiti. Donc, au niveau de la line-up, de la programmation des artistes, il y avait beaucoup de femmes. Donc, on avait Lady Pink, qui est la première artiste new-yorkaise Oui, quand même. au monde. Voilà, qui est mexicaine à la base. On avait Den, qui vient d'Espagne, et Veneno de France. Donc j'ai dit, mais attends, c'est quand même une aubaine d'avoir ces artistes-là à La Réunion. Donc j'ai organisé avec le Réunion Graffiti cette fresque au Camélia. Parce que le Camélia, c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé à y travailler, c'était un milieu très masculin. Les hommes étaient très présents dans l'espace, et je me suis dit, on va faire une fresque en rose et on va mettre des mots forts et des femmes fortes. Donc il y avait une guerrillera mexicaine qui a fait Veneno, il y avait Angela Davis représentée par Den, et une déesse Toltec réalisée par Lady Pink, qui est protectrice des enfants et des femmes, parce qu'elle a pris connaissance du fort taux de violence conjugale à La Réunion. C'est une femme très engagée, Lady Pink. Elle a dit, je vais représenter cette déesse Toltec. Et moi, j'avais écrit en créole « Femme Camélia » pour mettre à l'honneur les femmes des Camélias, qui sont très actives et très présentes dans le milieu associatif. Donc, c'était une manière de leur rendre hommage, quoi. Voilà. En tout cas, c'est hyper important quand on se lance dans une activité, c'est de pouvoir s'identifier. Ça permet de se projeter, de se dire qu'on est capable, nous aussi, nous les capables, comme tu le dis très bien dans des interviews. Et voilà, c'est ce que vous essayez de faire justement au sein de ce fameux collectif dont on parle depuis le début, Meufs qui osent. Alors venons-en enfin. C'est quoi une meuf qui ose ? Une meuf qui ose, c'est déjà une meuf qui a un rêve, ou des rêves, on n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul, et qui se dit je vais mettre tout en œuvre pour le réaliser. Peu importe les embûches ou les punchlines qu'on va me balancer au visage, je vais avancer, je vais y arriver. Je veux être animatrice radio, je me donne les moyens d'y arriver. Je veux être graffeuse, je me donne les moyens d'y arriver. Médecin, moi je vois ma belle-fille, elle veut être médecin. Je lui dis, meuf, elle est adolescente, vas-y, dès aujourd'hui, mets tout en œuvre pour y arriver, et ne pas se laisser envahir par ses propres complexes et les complexes que nous renvoie la société. C'est ça, une meuf qui ose. Et une meuf qui ose, elle est solidaire aussi. Parce que nous, les femmes, pour bonne bougue, on est prêtes à se tirer les unes sur les autres. Ça, il faut arrêter ça tout de suite et créer plus de solidarité féminine, parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer notre cause aussi. Si nous-mêmes, on se balance des mauvais coups, comment avancer ? Parce que c'est ça aussi qui fait que les hommes, ils avancent, parce qu'ils sont capables de créer des réseaux mondiaux, internationaux. C'est ça la force masculine, il faut le dire. Moi, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, des sociétés, je l'ai vu de mes yeux. Et nous, les femmes, c'est soit nous kiffe un gars, nous enferme à nous là-dedans, soit on est plus préoccupé par tirer sur sa copine que par se dire, mais moi aussi, je peux avoir une place là-haut et briser le plafond de verre. Donc pour moi, c'est ça une meuf qui ose. C'est qui est cette intelligence collective et qui crée des liens et des chaînes avec d'autres femmes, même si on est différentes et qu'on a des sensibilités différentes. Justement, tout ça, vous le décrivez très bien sur Internet. Pour vous, une meuf qui ose, c'est celle qui aime contempler les victoires des autres femmes. Donc, en effet, ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de sororité en opposition à la compétition, parce que depuis qu'on est gamine, on nous apprend à être compétitive, quoi. Et vous dites aussi, c'est une reine qui aide les autres femmes à trouver et à porter leur propre couronne. C'est une guérisseuse, une chanteuse, une danseuse, une graffeuse, une créatrice, une réalisatrice. C'est une mère, une sœur, une fille, une épouse, une amante. Et vous dites aussi, elle est le juste équilibre du masculin et du féminin. Ça aussi, c'est important de le souligner, parce que certaines personnes pensent tout de suite que le féminisme, c'est monter les hommes contre les femmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je pense que c'est votre petite phrase, elle est très très bien expliquée, quoi. Merci beaucoup. Je remercie aussi Marie du collectif pour l'écriture, parce qu'on est plusieurs à écrire nos présentations, nos sujets, etc. Et Marie a une très belle plume. Combien vous êtes alors ? Il y a qui ? Comment il est né, ce collectif ? Alors, ce collectif, il est né d'une sororité.
Maintenant, j'ai le mot. À l'époque, on ne l'avait pas, mais on vivait tout ensemble, nous. Il y avait des Réunionnaises, des Parisiennes, on était en colocation. Et loin de nos familles, on a créé cette solidarité féminine. On avait des grandes sœurs à l'époque qui nous ont guidés, qui nous ont accompagnés. Et il y avait Marion Motin. Marion Motin, c'est une super artiste, une super chorégraphe qui a chorégraphié Madonna, Stromae, Christine and the Queen, qui est devenue connue internationalement, qui aujourd'hui a ses propres compagnies. Et elle vivait avec nous. Elle était déjà très forte dans le milieu hip-hop, les battles et tout ça. Pareil, meuf qui ose à fond. Et moi, je l'admirais beaucoup. Elle est un peu plus âgée que moi, elle était plus âgée que nous. Et un soir, on était toutes assis dans le salon chez Emmeline, une des MKO, qui est danseuse aussi. Et moi, j'étais en train de parler de toutes mes mésaventures avec HEC, puis de ma vision, de me dire, franchement, le graffiti, là, c'est en train de me saouler. Quand je vous vois, vous les meufs, parce que je vivais plus avec des danseuses, vous arrivez à créer ce moyen-là. Et Marion, elle fait, mais non, mais en fait, on vit toutes la même chose. Mais oui. On vit toutes. Et en fait, il faut qu'on cultive cette solidarité. Et vas-y, allons créer notre collectif Meuf qui ose. Et quand elle a sorti ça, tout on était saucés. On a quoi? Meuf qui ose, vas-y, on va oser. Et là, on est parti très loin dans notre délire. Et une semaine après, on avait créé l'association Meuf qui ose. Et ça a beaucoup... Direct, ça a pris parce qu'on a commencé à faire des petites vidéos sur YouTube. On n'avait pas tout, Facebook, tout ça. Instagram, ça n'existait pas. Mais le peu de médias qu'on pouvait avoir, on diffusait des moments de vie aussi. Des moments de vie, on habitait dans un immeuble qui s'appelait le Château. Et tout ça, après, on filmait des moments de vie où on était en train de gaulerie, donc ça faisait rire les gens. Après, on se retrouvait dans la rue en train de training, moi en train de peindre. Et Canal+ nous a appelés en disant on a une émission qui s'appelle Bande de filles. On aimerait bien faire un focus sur vous. Et génial. Du coup, ça a été la première grosse visibilité qu'on a eue. Bien. Marion, à l'époque, elle a été appelée pour Madonna. Donc, Marion est partie très vite. C'est incroyable. Dès qu'on a dit Meuf qui ose, comme quoi, quand on envoie des messages à l'univers, on a dit Meuf qui ose. Marion, elle a eu son plan incroyable aux États-Unis. Et nous, on avait été appelés par Canal+. Elle nous a dit, les filles, continuez. Là, c'est bon, on a lancé le truc, allez-y. Donc, on a fait une émission avec Bande de filles. Et pendant l'émission, pareil. Les filles étaient en train de danser. Moi, j'étais en mode derrière, en train de graffer. Et à la fin, on s'est toutes retrouvées sur le mur, danseuses comme graffeuses. Et on a écrit, en gros, big up à toutes les meufs qui osent. Sans demander l'autorisation à la mairie de Paris de graffer sous le pont de Charenton. Maintenant, je peux le dire parce que le mur est plus là. Il a été repeint par les agents de la ville, excusez-nous. Et du coup, en fait, ce focus, quand je tag big up à toutes les meufs qui osent, pour finir la vidéo, il est resté très longtemps. Et beaucoup de meufs nous sollicitaient sur les réseaux et nous appelaient, même des organisations, pour nous dire « Waouh !» Qu'est-ce que vous avez fait? La danse, le graphe, on n'a jamais vu ça. Et là, on s'est dit, c'est notre marque de fabrique. La danse doit être colorée et le graphe doit être dansé, en fait. Et moi, ça a toujours été mon fil conducteur, mon leitmotiv, parce que j'aime autant la danse que le graphe, même si je suis plus douée en graffiti, je vous le dis. Mais ça a toujours fait partie de ma vie et les femmes qui m'ont inspirée font partie du milieu de la danse, comme Marion Motin et toutes mes sœurs qui aujourd'hui font partie du collectif MKO. Même si on a élargi, on est plus d'une vingtaine, à La Réunion, en métropole et maintenant au Sénégal, parce que au Sénégal, on a aussi une communauté. Et du coup, ça nous a permis de développer le mouvement. Ok, trop bien. En tout cas, vous faites pas mal d'actions engagées, notamment lutte contre le harcèlement scolaire. Dis-nous toutes les actions que vous faites. Alors du coup, on a donc des actions artistiques, comme je le disais tout à l'heure. Nous, c'est donner du sens à nos actions. Donc quand on fait de la danse, des ateliers graphes, etc., il faut qu'il y ait de la transmission.
Et c'est vrai que on s'est rendu compte que concernant la femme à La Réunion, il y avait 2 problématiques. C'est la question des violences et la question des enfants aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui est violentée, qui est dans un milieu où elle ne peut pas s'exprimer, c'est pas qu'elle ne veut pas. C'est que parfois elle a des enfants et qu'elle n'a pas d'autre choix que de protéger ses enfants. Et en analysant et en décortiquant ces problématiques, on a fait partie d'autres organisations comme le collectif Stop Vif Protégeons nos enfants, l'association EPA, Écoute-moi, protège-moi, aide-moi avec Jessie. Et ils nous ont dit, waouh, nous, on a l'espace de revendication, on travaille avec les institutions pour faire de la prévention, mais on n'a pas forcément les artistes. Donc allons faire un petit rond au coq ensemble pour pouvoir organiser des actions de prévention, dont la lutte contre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, etc. Comme on intervient beaucoup dans les écoles, en pied d'immeuble, etc., ce sont des sujets qui ressortent. Donc, grâce à ces associations-là, on peut élargir nos actions et faire des actions un peu plus revendicatives sur des sujets très larges et à la fois très ciblés qui concernent la Réunion, quoi. Et vous faites aussi des actions de formation de jeunes en insertion socio-professionnelle en utilisant d'autres supports que le CV standard pour valoriser les compétences. Vous partez du principe que la confiance en soi, la persévérance et l'engagement sont aussi importants que les diplômes. Je trouve ça génial. Explique-nous cette action. C'est vrai que par rapport à notre parcours, je parle de toutes les meufs qui osent, qui sont dans notre collectif et qui viennent dans notre collectif. Il y a ce gros problème de parcours où nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a été élevés en disant tu suis telle voie. On a encore ce cas-là aujourd'hui, même si ça évolue, et tu vas devenir quelqu'un de bien. Bon, si tu travailles pas bien à l'école, tu vas balayer les toilettes, etc. Et en grandissant et en galérant un peu dans la vie, on s'est rendu compte que maintenant, les compétences informelles, les compétences même au niveau des relations humaines mais ouais, carrément, sont aussi importantes que d'être super fort en maths ou super fort en français. Donc on s'est dit, allons monter des modules où grâce au graffiti et aux arts en général, puisqu'il n'y a pas que la bombe, il y a le pinceau, il y a plein d'autres supports, la toile, etc. On va montrer aux jeunes comment se démarquer. Peut-être que si tu vas avec une toile qui marque ta personnalité et des mots clés ou des motifs clés qui te ressemblent, peut-être que tu feras la différence par rapport à un CV standard avec une photo et 2000 nanana, j'ai fait ça, et qui parle de moins en moins aux employeurs. Les employeurs, moi je travaille dans le milieu de l'insertion des jeunes et on se rend compte que qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un CV par rapport à l'autre? Et souvent, c'est des CV qui ont une couleur, qui marquent une différence. Donc, on a travaillé avec la mission locale pour monter ce module et les jeunes qui avaient un projet professionnel, peut-être un projet qui existe ou qui n'existe pas, qu'ils auront envie plus tard de développer, qu'ils le posent sur une toile. Et après, il y a eu un forum, ce qui s'appelait le forum inversé, donc travailler avec la ville de Saint-Joseph sur ce projet-là pour commencer. Les jeunes ont fait une expo avec leurs toiles. Ils avaient fait plein d'autres supports pour se présenter, autre que le CV. Et ça a fait mouche, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, et ils ont été très surpris, agréablement surpris, de la créativité de ces jeunes-là qui ont eu, pour certains, des embauches, des débouchés, du mentorat. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire évoluer l'éducation, même pour les tout petits enfants. Je veux dire, il faut arrêter de stigmatiser les enfants. Le harcèlement, il est un peu comme de la sociétale aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi regarder les compétences émotionnelles des enfants. Nous, quand on fait les ateliers pendant les vacances scolaires, on se rend compte qu'il y a des gamins, dès que tu leur donnes un cadre ou que tu es un peu dans des consignes, etc., ça prend pas, quoi. Les gamins, ils sont durs. Mais à partir du moment où tu vas essayer d'utiliser d'autres supports, les mains, le toucher, tu vas parler leur langage, mais un langage émotionnel, c'est fou comme ça fait ressortir des pépites, quoi.
On a eu l'exemple sur l'atelier qu'on mène, qu'on a mené récemment, où on avait du mal avec un jeune, c'est pas possible, il repartait, il revenait, il nous écoutait pas, il foutait de la peinture partout, etc. Et à un moment donné, on lui a dit, vas-y, prends la peinture, on te donne un petit carré, exprime-toi. T'as envie de t'exprimer, de faire à ta manière, vas-y. C'est de l'art-thérapie, quoi. Voilà, exactement. C'est un côté thérapeutique. Et le gamin, il s'est exprimé. À un moment donné, il nous a regardé, il a fait, ça fait du bien, madame, ça fait du bien. Trop bien. Et le lendemain, oh là là, c'était lui le premier, calme, tranquille, à plus embêter les autres, à écouter les consignes, à être hyper bien dans l'atelier. Et ça, on remercie aussi les MKO du collectif qui font preuve de beaucoup de pédagogie, qui sortent des fois lessivés des ateliers, mais qui nous disent, bon, allez, demain, j'espère qu'il va revenir. Je suis rentrée dans sa tête, je lui ai parlé, j'espère que le gamin, il va revenir. Et le gamin, on le voit qui revient le lendemain. Et c'est ça, en fait, le sens qu'on veut donner à nos actions, je reviens dessus. C'est de pouvoir aussi de dire comment nous aussi, on est des passeuses de messages, quoi. Voilà, c'est trop bien. Des paraboleuses, comme disait Alain Peters. Trop bien, merci pour tous ces messages positifs que tu nous donnes depuis le début. Le temps, il passe hyper vite. C'est vrai. On aurait pu parler encore pendant des heures parce que je voulais qu'on me parle du fait que tu es allé graffer pour le premier festival de graphe à Dakar au Sénégal. Il y aurait énormément de choses encore à raconter. Mais voilà, il est 56, le temps. Miem causé aussi. Oui, Miem aussi. Et du coup, donc je rappelle pour ceux qui viennent de débarquer sur les ondes de Néo FM sur le 104.1, c'est que je viens de passer 1 heure avec la graffeuse et artiste complète Day, D-E-Y. Si on veut te retrouver sur les réseaux, on tape Day MKO. Voilà, DMKO LSA, parce que du coup j'ai les deux. J'ai le crew hyper féminin, et le crew hyper masculin avec Echo, Conix, Rocco, que je salue. Et voilà, donc Day, MKO, LSA sur les réseaux sociaux. Ok, et le petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, je vais le dire en sénégalais, c'est Gem Sabop. Niofar, donc pareil, nous les capables, nous les ensemble. Voilà. Trop bien. Et merci beaucoup, Day. Affaire à suivre. Du coup, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Yes. Pour ceux qui veulent voir déjà, parce que voir tous tes lettrages, toutes tes œuvres, etc. Parce que tu fais pas que du lettrage en plus. Et puis, je rappelle que si vous souhaitez participer à cette émission, c'est très simple. Il suffit de nous contacter via la page Facebook de la radio Néo FM 974 ou par mail sur neofm.lareunion@gmail.com. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Néo FM, ça continue.